Et oui, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, heureux de vous retrouver derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes un spécialiste éclairé du commerce équitable. Et là, on part en Amérique du Sud aujourd'hui. Oui, au Brésil, pour parler d'une tribu, les Masco-Piro. Alors, pourquoi parle-t-on de cette tribu C'est parce qu'il y a quelques jours, il y a des hommes de cette tribu qui ont été pris en photo à la lisière de la forêt amazonienne, près d'un village. Et donc, c'est pas rassurant parce que les Masco-Piro, c'est une tribu, ce qu'on appelle les tribus, les peuples non contactés, qui sont restés dans la forêt amazonienne. Donc pas de contact avec la civilisation. Qui refusent le contact avec la civilisation. La modernité. Bon, oui, avec la modernité spécialement, et puis qui vivent de la forêt amazonienne, qui vivent dans la forêt amazonienne. Et les voir sortir, c'est alarmant, c'est qu'il y a un problème. Parce que ils ne doivent pas sortir, ils veulent surtout pas sortir. Et qu'est-ce que ça dit, oui. Le gros risque pour eux, par exemple, c'est que, comme ils n'ont jamais été en contact avec les humains, les autres habitants, ils ne sont pas immunisés contre les maladies. Un simple rhume, une petite grippe, ça peut être catastrophique, ça peut décimer la population. Hein. Donc, c'est inquiétant. Alors, pourquoi ils sortent diverses raisons. Alors, ils habitent la forêt amazonienne. Alors, on le sait, ça regorge de minerais, le nickel, l'or, etc. Il y a la forêt. Qui attire la convoitise. Oui, donc ça attire la convoitise, légale ou illégale, de beaucoup de gens. Et la pollution aussi. La pollution. Dans l'extraction des minerais. Oui, pour extraire les minerais, on utilise le mercure, on déforeste à volonté, etc. Bon, la forêt, justement, donc le bois, ça intéresse beaucoup de gens, le bois, dont un arbre spécial, l'EVA. Oui. Le caoutchouc. Ça, c'était il y a beaucoup plus longtemps, parce que maintenant on est passé quand même pour beaucoup au plastique, mais dans les années 1880, il y avait la ruée vers le caoutchouc, vers l'EVA. Il y a aussi, c'est le chemin de la drogue, il y a beaucoup de trafiquants qui passent là. Hein. Et puis, il y a aussi le réchauffement climatique. Alors, tous ces forestiers qui déforestent à volonté, qui tracent des routes, qui veulent créer des ponts pour enjamber les rivières, etc. Ça fait qu'il y a de plus en plus de pénétration dans cette forêt et de destruction de... Les Masco-Piro, ils sont entre 200 et 750, c'est ça ? Oui, alors c'est difficile de les évaluer. J'ai lu différents chiffres. C'est à partir du moment où ils ne se montrent pas, on a eu quelques images d'eux, mais très très peu, et ils refusent contact. Hein. On a déjà entendu des tribus qui, comme ça, des gens qui ont voulu prendre contact avec eux et qui en sont morts. Ils ont été tués par des flèches. Ça arrive en Indonésie il n'y a pas très très longtemps. Alors avec les Masco-Piro, c'est avec les bûcherons, dans les années 2020, il y a eu des bûcherons qui ont été tués par les Masco à l'arc pour défendre leur territoire. Si on fait l'histoire, dans les années 1880, on ne les connaissait pas. Il y a 25 tribus à peu près, on évalue au Brésil, qui vivent comme ça dans la forêt, sans contact avec le reste de l'humanité. Et entre elles s'entendent ou elles se rencontrent ? Il y a des différences de langue, c'est pas évident. Par exemple, les Masco-Piro, eux, on arrive à communiquer un petit peu parce qu'il y a une tribu qui, elle, est en contact avec le reste de la civilisation, qui a une langue très proche de cette tribu-là, donc ils ont réussi à avoir quelques échanges. Mais... il y a une réserve qui a été créée. Oui, alors, en 2002. Donc je finissais sur les 1880, il y a eu la ruée vers l'EVA, et là ils ont été tués, exploités, réduits à l'esclavage, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont encore réfugiés dans la forêt. Ils se sont enfoncés dans la forêt. Ils sont enfoncés. Après, en 2002, c'est vrai qu'il y a eu une création d'une réserve. Il y a eu plusieurs réserves, mais la Madre de Dios, la plus grande. Est-ce que c'était lié à ça, précisément, au fait qu'ils ont été pourchassés, les Masco-Piro, pour essayer de les protéger. Puis et la faune et la flore. Il y a eu on veut aussi protéger la biodiversité. Animal, végétal, et puis protéger les peuples. Voilà, puisqu'à cette époque-là aussi, par exemple, on est arrivé en 2007 à la création de la Convention pour les droits des peuples premiers de l'ONU, qui a reconnu que les peuples premiers avaient
la possession de leur territoire. À l'UNESCO, par exemple, oui, les l'UNESCO. Mashko-Piro sont recensés. Ils ne sont pas représentés directement, mais par des organismes qui militent pour eux. Donc c'est la possession de leur territoire, de leur richesse. Est-ce qu'il n'y a pas une réduction de justement culture. de l'espace de leur territoire? J'ai vu qu'il y a un tiers de leur terre, je crois, et Oui, des concessions accordées à des c'est-à-dire que entreprises. Après. Beaucoup, ceux qui défendent les peuples premiers disent cette réserve, c'est une bonne chose, mais elle ne représente qu'un tiers entre un tiers et 2 tiers de leur territoire. Donc il y a toute une partie qui leur échappe. Ensuite, la loi fait que pour qu'il y ait de l'exploitation de la forêt ou des minerais, etc., il faudrait que les Mashko-Piro aient donné leur accord. Ça s'est jamais fait. Et puis les bûcherons, les orpailleurs ne respectent pas du tout les règles. Donc c'est pas satisfaisant au niveau de leurs défenseurs. Donc il n'y a pas de label qui garantit cette protection, du coup C'est-à-dire qu'il y a la loi, mais elle n'est pas respectée. Mais elle n'est pas appliquée totalement. Alors, c'est pas coercitif. L'État brésilien, dès qu'il a créé 8 réserves dans le Brésil et qu'il y en a 5 en projet. Mais par exemple, jusque dans les années 2000 et quelques, il y avait un garde forestier pour faire respecter la loi dans toute une zone. C'est un territoire immense en fait. Donc ça reste ça. Il y a création des réserves, effectivement, mais les compagnies forestières ne respectent pas et l'État brésilien n'a pas assez de force pour faire appliquer. Alors, la société forestière, là, dont 2 travailleurs ont été abattus ça, par des c'était dans les années 2020, ça. Oui, elle a vu sa licence retirée, bloquée pendant un certain temps, puis on lui a rendu avec des conditions, mais qu'elle ne respecte pas. Et elle continue à vouloir tracer des routes, à créer un pont au-dessus de la rivière. Et donc, ces peuples vont perdre leur territoire et puis leur mode de vie, c'est ça. Alors les hommes donc de la tribu des Mashko-Piro s'approchent des villages pour se nourrir, pour le coup, c'est ça? Oui, qui les fait sortir. Oui, ils sont obligés au bout d'un moment pour se nourrir, donc c'est ça. Donc souvent ils viennent la nuit dans les poubelles, etc. C'est un petit peu, ou voler des bananes dans les bananeraies, etc. C'est ça. Et je signale qu'il n'y a que les hommes qui approchent comme ça les villages. Les femmes, les enfants restent protégés dans la forêt. Et cette déclaration des droits des peuples premiers que vous évoquiez il y a quelques instants, Jean-Claude Pont, elle garantit quand même le droit à l'autodétermination? Oui. Mais dans les écrits, c'est ça, mais c'est pas appliqué. D'ailleurs, il y a très peu de pays dans le monde qui ont voté cette convention des droits de l'homme. Et puis après, quand on vote, il faut toujours ratifier, il faut mettre des décrets d'application. Et la France, par exemple, n'a jamais signé. Pourquoi? Principalement parce qu'elle a peur du phénomène de contagion. La France, on a la Guyane, donc là on a des peuples premiers aussi qui pourraient demander l'application de tous ces droits. Et puis après, si on voit un peu plus loin, il y a la Corse, il y a les Bretons, il y a tous ces peuples qui peuvent s'appuyer sur cette loi pour dire nous on veut notre autonomie, on veut le respect de notre culture, de notre langue. Donc, artisan du monde, sa position par rapport à artisan de nous, on est défenseurs justement de ces peuples. Et bon, par exemple, nous, on ne travaille pas avec ce peuple puisqu'ils refusent le contact. C'est pas possible de travailler avec eux. Mais on travaille avec les Satere Maoué. C'est une autre tribu qui vit en Amazonie aussi. Et elle, c'est la culture du guarana. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le guarana. C'est un énergisant naturel. Un énergisant, oui. C'est 4 fois plus fort. C'est 4 fois plus fort que la caféine. Oui, c'est plus fort. Que le café. Et c'est antioxydant pour rester jeune. Voilà, donc ça marche. C'est bon pour les cellules. Beaucoup, des sportifs, des travailleurs là, qui, pour se stimuler, prennent de la poudre de guarana. Sinon, il y a des jus d'orange. Il y a du jus d'orange aussi. Du Brésil. Et du Brésil. Alors, en faisant attention, nous, on ne travaille pas avec du jus d'orange de grosses sociétés, de grosses plantations, mais justement en respectant l'agroforesterie, etc. Avec le label commerce équitable dont on connaît le cahier des charges, voilà. Qui garantit justement aussi de bonnes conditions de travail pour les exploitants. Et puis le respect de la culture, de la faune et la flore, pollution, de l'eau, la préservation de la forêt, des animaux, de tout.
Eh ben, grand merci à vous, Jean-Claude Pont, pour ce merci à focus vous. fort édifiant sur la tribu des Mashco Piro. Donc c'est au Brésil. Hein. Oui. On vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, D'accord. Jean-Claude Pont, parce que vous allez, je crois, voir un beau festival dans les Ardennes autour des marionnettes. Bah, peut-être que vous nous en parlerez, parce que c'est aussi quelque chose à connaître. On vous souhaite un bon festival. Merci. Prenez soin de vous et à très vite, Jean-Claude Pont. Au revoir. Bonne semaine.